Dans le dernier chapitre, nous avons découvert l'île d'Unguja, dans l'archipel de Zanzibar. On a vu des colobros, on est allé dans la jungle, on a fait du bateau dans la mangrove, mais c'est vrai qu'on s'était pas mal focalisé sur la faune terrestre. Et je tiens à vous rappeler que Quentin, Charles et moi, nous sommes avant tout des biologistes marins. J'ai beau m'intéresser à l'entièreté du vivant, on ne peut pas vraiment dire que je sois spécialiste d'un taxon. En revanche, s'il y a bien un biotope que j'ai poncé en Normandie, c'est l'estran. La zone de balancement des marées, émergée à marée basse et immergée à marée haute. Alors let's go! Aujourd'hui, je vous emmène arpenter les plages de Zanzibar à la recherche de bestioles. Ok, on est sur l'estran avec Quentin. Il y a pas mal d'eau et beaucoup d'oursins. Donc c'est un peu miné, faut que je fasse gaffe avec l'objectif. Et ouais, des oursins, on risque d'en voir pas mal. Et même carrément pas mal d'échinodermes au final. Cet embranchement qui rassemble 5 classes, que sont les crinoïdes, les étoiles de mer, les ophures, les concombres de mer et enfin les oursins. Les échinodermes se caractérisent par leur symétrie pentaradiaire, c'est-à-dire d'ordre 5. Ils ont un endosquelette constitué de cristaux de calcite, un système vasculaire unique, le système aquifère, ainsi que des pouvoirs de régénération remarquables. Si jamais vous pensiez que les oursins étaient lents, ou même carrément qu'ils ne bougeaient pas, bah voici la preuve du contraire. Vous avez ici un spécimen d'oursin perforant. C'est une espèce très commune sur les platiers des lagons coralliens et sur le haut des barrières de corail de la zone Indo-Pacifique. Cet oursin doit son nom de perforant à cause du fait qu'il creuse un trou dans le substrat dur à l'aide de ses épines et de son appareil masticateur, trou qui lui sert d'abri. Cet oursin aux épines courtes et non venimeuses est bien moins protégé contre les prédateurs que certains de ses voisins. Je vous présente l'oursin diadème à anneau orange, caractérisé par ses très longs piquants et sa papille anale très visible, cerclée d'orange. Et non, ce n'est pas un œil. Mais si vous avez joué à Zelda comme moi toute votre vie, vous allez forcément assimiler ça à un œil. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Les radioles primaires sont très longues, fines et creuses, et peuvent mesurer jusqu'à près de 30 cm. Elles servent principalement à la locomotion ainsi que de première barrière de défense. Vient ensuite les radioles secondaires, plus courtes, plus fines et pourvues de venin. La piqûre est douloureuse mais sans réel danger pour l'homme. L'oursin diadème à anneau orange possède une vaste aire de répartition et il est même désormais présent dans le sud-est de la Méditerranée en tant qu'espèce invasive. En effet, ces larves ont passé le canal de Suez depuis la mer Rouge, permettant à l'oursin diadème de coloniser une nouvelle région. Dans le cas d'une invasion par le canal de Suez, on parle de migration lesseptienne. Comme la plupart des oursins, il se nourrit principalement d'algues qu'il broute la nuit, mais il est aussi omnivore opportuniste, pouvant consommer certains invertébrés sessiles, des débris et des charognes. Ici, c'est un oursin diadème de Savigny, un cousin qui se distingue par l'absence d'anneaux orange autour de l'anus et des radioles plus courtes. Les membres de la famille des Diadématidés sont pourvus d'organes photosensibles sur la partie aborale du test, leur permettant de voir au-dessus afin d'orienter les radioles vers d'éventuelles menaces, comme la main d'un plongeur un peu trop curieux par exemple. On pourrait le penser invincible avec cette défense en béton, mais pourtant il est tout de même la proie de certains gros poissons balistes et poissons globes. J'avais pas les coronesses de retourner un oursin diadème pour vous montrer la face orale, alors je l'ai fait sur une autre espèce. Et si j'ai retourné ce pauvre oursin, c'est pour vous montrer son appareil masticateur, constitué de 5 longues dents articulées qui se nomment la lanterne d'Aristote. Car c'est bien le célèbre philosophe qui a décrit son anatomie avec précision pour la première fois en 343 avant Jésus-Christ. On voit également super bien les podia. Le système vasculaire des oursins envoie de l'eau dans ces petites excroissances munies de ventouses, également appelées pieds ambulacraires, et qui permettent la locomotion chez la plupart des échinodermes. Allez, va petit oursin, retrouve ta vie paisible. Comme à mon habitude sur l'estran, j'adore soulever des pierres pour voir les bestioles qu'il y a en dessous. Attention, il faut la remettre dans le bon sens après.
Et là, quand j'ai soulevé celle-là, je ne m'attendais pas du tout à tomber sur une ophure aussi balèze, la plus grosse que j'ai jamais vue de ma vie. Oh là 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 là. On l'avait vu en apnée dans le dernier chapitre, mais la voir sur l'estran, c'est vraiment une dinguerie. Je n'ai jamais vu de mes yeux une étoile de mer aussi fracassante. Ce qui me fume, c'est qu'à l'époque, j'avais parlé de cet échinoderme dans la vidéo dédiée aux échinodermes. Et la voir en vrai, ça fait un petit quelque chose. Appartenant à la famille des Oreasteridés, on la retrouve principalement dans les herbiers marins de l'océan Indien occidental. Mais alors là, gros problème. Elle vit à faible profondeur, elle possède des couleurs vives avec son rouge pétant, elle a des motifs géométriques sympatoches avec ses gros tubercules émoussés. Pour ces raisons esthétiques et la facilité de la prélever de son milieu, cette étoile de mer est souvent séchée afin d'être revendue aux touristes, ce qui a entraîné un effondrement des populations ces 50 dernières années. On est dans un trou près de la plage que Quentin a trouvé et on entend plein de grillons. Ouais, on entend trop bien les grillons dans le trou. Il y en a partout. Tout ça, c'est des huîtres. Merci à Frédéric Ducarme qui m'a bien aidé pour les identifications sur les échinodermes. Il est enseignant-chercheur en écologie au Muséum national d'histoire naturelle. Très actif sur iNaturalist, Doris et Worms, il a beaucoup travaillé sur les échinodermes de l'ouest de l'océan Indien, au point qu'il a écrit un livre, Étoiles de mer, oursins et autres échinodermes de Mayotte et sa région. Un travail de 3 années de terrain associé à une synthèse bibliographique et muséographique. Je vous mets le lien en description. C'est vraiment impressionnant la quantité de coraux dans une eau si limpide et peu profonde. Bon, l'estran c'est bien sympa, mais vous savez ce qui est encore mieux ? L'estran de nuit. Qu'est-ce que tu fais, Quentin? Un gros pimper de coquilles là. Hop, il s'en va. Yo, on se retrouve sur l'estran de nuit à Kizimkazi. On parcourt un peu le long de la plage. Là, il y a des espèces de falaises. Et en dessous, il y a plein de crabes, c'est trop cool. On a attrapé 2 femelles de 2 espèces différentes. Celle-là, elle est orange, elle est énorme et mieux vaut pas se faire pincer. Et celle-là était plutôt facile à attraper, mais elle a de la force. Et il y a la petite ici, marbrée, elle est magnifique, beaucoup plus rapide avec des petites pinces. Dans son milieu naturel, le t-shirt d'Alex, putain, il est bien ancré.
Donc là on voit qu'on a 2 femelles puisque sur la face ventrale l'abdomen il est super arrondi. C'est comme ça qu'on reconnaît les femelles des mâles. En tout cas il y a 2 espèces. C'est le crabe rouge. Le crabe rouge parce qu'il est rouge. Oui, il est d'une belle taille. Et là on a un crabe marbré. Parce qu'il est marbré. Waouh. Ça a une force de fou. Ça a des petites soies au niveau des pattes. Et en tout cas c'est costaud. Hein. C'est costaud, c'est costaud. On va les relâcher et j'espère qu'on va avoir d'autres espèces de crabes. C'est trop cool. J'adore les crabes, je le redis tout le temps, mais trop stylé. Allez, attends mon gars. Ces 2 bestiaux appartiennent à la famille des grapsidés, des crabes qu'on retrouve fréquemment parmi les rochers le long du rivage. Ils sont plutôt vifs et les attraper n'est pas chose aisée. Le bigorange est un Geograpsus crinipes. J'avais déjà observé son cousin à Eriomoté, Geograpsus grayi. L'autre plus petit est un Grapsus tenuicrustatus, une espèce largement répandue dans toute la zone Indo-Pacifique. Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls crabes qu'on a croisés ce soir-là. Les crabes fantômes de la famille des Ocypodidés sont de loin les crabes les plus difficiles à choper. Ils peuvent courir à plus de 20 km/h et changer de direction en un éclair, comme s'ils se téléportaient dans leur galerie qui peut atteindre plus d'1 mètre de profondeur. C'est pas pour rien qu'on les surnomme crabes fantômes, je vous le dis. Ce sont de petits décapodes aplatis avec de grands yeux pédonculés, érigés et une pince plus grande que l'autre. On a réussi à attraper ce crabe avec Quentin. Il est mignon, hein. Encore une nouvelle espèce de crabe. Celui-là, il a la 5e paire de pattes transformée en palette natatoire, un peu comme les étrilles. Et surtout, au niveau de la carapace du rostre, enfin, il a ces 2 gros pics là. D'ailleurs, je le tiens là au niveau d'un des pics. Et heureusement que celui-là, il a qu'une pince. Parce que je peux vous dire que s'il avait ces 2 pinces, je pense qu'il me ferait mal. Parce qu'il a une souplesse dans les pinces. Et je le redis, j'adore les crabes, bien évidemment. Franchement, si on m'avait dit qu'un jour, je pourrais tomber sur un alien en me baladant sur l'estran de nuit, j'y aurais pas cru. Oh, Quentin! Une squille! Voici une squille, également appelée crevette menthe. Les squilles forment l'ordre des stomatopodes, des créatures vraiment exceptionnelles, tant par leur capacité cognitive super développée, leurs pattes ravisseuses qui frappent à la vitesse d'une bastos de gun, ou encore leur incroyable vision, l'une des plus performantes du règne animal. Ici, difficile de déterminer l'espèce, probablement un membre de la famille des pseudosquillidés. Ouais, c'est une musaraigne. Oh, trop bien. Alors j'avoue, je ne m'attendais pas à tomber sur ça pendant cette sortie sur l'estran. Je vous présente le pachyure musqué, une grande musaraigne de 10 cm de long. Elle est originaire d'Inde, mais elle s'est répandue un peu partout en Asie et même ici jusqu'en Afrique. Qu'on clarifie tout de suite les bails. La musaraigne n'est pas un rongeur. Alors oui, elle ressemble vaguement à une souris de par sa forme, son mode de déplacement, mais elle appartient à l'ordre des eulipotifles, tout comme le hérisson et la taupe. Plus précisément, les musaraignes forment la famille des sauricidés. Elles ont un museau allongé et pointu, une queue généralement courte et poilue, et des dents pointues, adaptées à un régime insectivore, à la différence des rongeurs qui ont de grandes incisives faites pour ronger. La vision de notre pachyure musqué est faible, mais son ouïe et son odorat sont très développés, et il est même capable de se guider par écholocation. Minou, minou, minou. Minou, minou, minou. Super. Bon, on est sur l'estran là. On essaye de faire des beaux plans. Mais on a notre pote le chien là. Il cherche des poissons depuis le début. Et il saute dans l'eau comme un retard. Et du coup ça fait des vibrations. Merde, il a tout dégueulasse. Voilà,
Alexandre Levallois avec ses chaussures de randonnée qui décide de marcher dans l'estran. Pendant qu'Alexandre galère en chaussures, moi je galère pieds nus à éviter les oursons cachés sous les feuilles d'herbier. Chacun ses problèmes. Et notre pote le chien, bah, il en a rien à foutre. Il est content. Décidément, l'océan Indien est rempli de surprises. Encore une espèce dont je vous avais parlé dans la vidéo dédiée aux échinodermes. Voici l'Holothurie serpent collante brune, également appelé synapte maculé. C'est un concombre de mer de forme très allongée. En fait, c'est tout simplement la plus longue espèce de concombre de mer au monde, pouvant atteindre 3 mètres de long. Bon, ce spécimen est loin de mesurer 3 mètres, mais c'est quand même hyper impressionnant. La bouche est entourée d'une quinzaine de tentacules mobiles, peinés de petits organes préhensils qui ressemblent à des plumes. Car ouais, comme toutes les holothuries de l'ordre des Apodida, cette espèce se nourrit en ingérant du substrat sableux, qu'elle trie grossièrement et porte à sa bouche pour en digérer les particules organiques. C'est ce qu'on appelle un détritivore. Sur le corps de la synapte, on peut voir des sortes de vésicules verruqueuses, qui sont en fait des amas de spicules. Ces derniers sont en forme d'encre et quand l'holothurie se sent menacée, elle va tout de suite se contracter et des spicules vont se planter dans les tissus du prédateur. Je vais essayer de le toucher, j'en ai jamais touché. Je sais pas trop comment il va réagir. Oui, il en a un peu rien à foutre. Ah, il est tout... C'est tout léger. Ah oui, il a la tête là-bas, il s'en bat les couilles. Par contre, ça a l'air très fragile. J'ai l'impression que ça peut se casser trop facilement. Oh, c'est... À la différence de la plupart des autres échinodermes qui se déplacent à l'aide de leur podia, dont on a parlé précédemment, les holothuries de l'ordre des Apodida sont dépourvues de podia. C'est justement dans l'étymologie de leur nom, avec un A privatif, Apodida. À la place, elles se déplacent principalement sur les sédiments meubles grâce à des mouvements ondulatoires du corps et à l'utilisation des muscles longitudinaux et circulaires. C'est ce qu'on appelle du péristaltisme, également utilisé par les annélides pour se déplacer ou bien par les muscles de votre système digestif pour faire avancer le bol alimentaire. C'est quoi ça? Les chitons répondent présents à l'appel de l'estran. Ces étranges mollusques forment la classe des polyplacophores, tout simplement car ils possèdent plusieurs plaques calcaires articulées. Ils vivent fermement attachés aux rochers et sont très difficiles à détacher. Ici, on est face à une grande espèce atteignant 7 cm de long avec ses 8 plaques chevauchantes. Elle affectionne la zone littorale des récifs coralliens de l'Indo-Pacifique. Il se déplace, mais super lentement. Ce gastéropode est vraiment marrant avec ses petits yeux curieux. Le genre Guiberulus appartient à la famille des strombidés, qui rassemble ce qu'on appelle les strombes ou encore les conques, et qui sont dotés de coquilles très épaisses avec des ornementations magnifiques. C'est un truc de fou, on dirait une trompe. Putain, c'est la première fois que j'en vois une. Moi j'en vois depuis tout à l'heure en fait. Mais j'avais oublié comment ça s'appelait. Mais je me disais que c'était assez facile à voir. Sur la chaîne, c'est la toute première fois que nous croisons le chemin d'un représentant de la famille des Aplysiidae, les lièvres de mer. Des gastéropodes aquatiques qui portent ce surnom en raison de leurs rhinophores érigés qui font penser à des oreilles de lagomorphes. Certains lièvres de mer ont la capacité de nager au moyen d'expansion latérale du manteau. Leurs branchies dorsales leur permettent de respirer. Ici, nous sommes en présence d'une grande espèce atteignant les 40 cm de long, le lièvre de mer à oreilles. Son corps est couvert de tubercules et de lambeaux de peau. La coquille interne vestigiale a une forme typique d'oreille, d'où son surnom. Comme tous les lièvres de mer, il éjecte une encre violette lorsqu'il est dérangé. Cette espèce a une large répartition, affectionnant particulièrement les herbiers marins abrités des courants violents. Mais dis donc, est-ce qu'on ne l'aurait pas trouvé dans un herbier marin, justement à l'abri des courants violents? Oh bah là, regarde ce qu'elle est en train de faire. Waouh, putain.
Trop stylé. Et en vrai elle est énorme, hein. Ça c'est la taille de ma main à côté. Et il y en a plein dans la grosse flaque là. Il y en a une autre là-bas. Il y en a genre une autre. Bah juste ici, ouais, il y en a 2. 3, non, il y en a 3 même. Mais trop stylé. Franchement ça claque. Certes, le retrait de l'océan nous permet de découvrir de nombreux invertébrés, mais les poissons sont également présents en nombre. Plus d'une fois, nous sommes tombés sur des poissons énigmatiques et un peu flippants, que je m'attendais pas trop à voir sur l'estran. Les murènes. D'ailleurs, je vous balance un petit aspect fascinant de l'anatomie des murènes. Elles possèdent 2 mâchoires. Comme tous les vertébrés gnatostomes, elles possèdent une mâchoire principale, bien visible. Chez les murènes, elle est équipée de dents pointues et tranchantes, adaptées pour attraper les proies. Mais petit truc en plus, les murènes possèdent une 2e mâchoire à l'intérieur de leur gorge, appelée mâchoire pharyngienne. Cette structure est unique et se trouve profondément dans le pharynx, près de l'entrée de l'estomac. Lorsque la murène attrape une proie avec sa mâchoire principale, la mâchoire pharyngienne se déplace vers l'avant à la manière d'une main ou d'une pince pour saisir la proie. Elle ramène ensuite la proie plus profondément dans l'œsophage, facilitant ainsi la déglutition. Grâce à cette adaptation, les murènes peuvent s'accrocher fermement à des proies glissantes, et ce, même dans des environnements étroits, comme les crevasses des récifs. Au final, un mécanisme assez semblable à celui du xénomorphe dans Alien. Et d'ailleurs, il a directement été inspiré des murènes. Bon, on va la relâcher bien évidemment, c'était juste pour bien la voir, parce que pour le coup, elle glisse de fou, et surtout, elle est capable de nager à reculons, c'est assez fou. C'est la première fois que j'attrape une murène à main nue. Trop stylé. Bon, c'est bien sympa de les observer depuis le rivage dans des petites flaques d'eau, mais désormais, il est temps de les contempler directement sous l'eau. Donc voici un écologue qui participe à la destruction des habitats et des ressources côtières en mangeant des crevettes sur une plage. 1 kg de crevettes, c'est à peu près 10 kg de pertes à côté. C'est vrai? Rien. Un petit ourson. Il y en a plein. Pourquoi tu dis des oursons?
encore une fois, le snorkeling c'est bien sympa, ça vous donne un petit aperçu mignon, mais vous savez ce qui est encore mieux? Je serai votre hôte quant à Loguès.